Bonjour, vous êtes Éric Christante, je suis médecin généraliste depuis 35 ans à Soissons et depuis une vingtaine d'années je pratique l'hypnose ericksonienne du nom d'Erickson, qui est un médecin américain qui a révolutionné l'hypnose jusqu'aux années 80, date de son départ, et j'exerce au quotidien cette pratique en ayant gardé une journée de médecine générale puisque je veux garder le contact avec la médecine générale et mes patients que je soigne depuis 35 ans. donc vous êtes médecin généraliste spécialisé dans ce domaine. L'hypnose et aussi d'autres techniques, dont le MDR, qui est une technique qui utilise les mouvements oculaires et qu'on utilise chez les gens qui ont subi des traumatismes. Et l'hypnose, maintenant, il y a beaucoup de spectacles dont des gens célèbres en hypnose. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que praticien de la médecine? Je pense on peut avoir l'impression que c'est une escroquerie. En fait, l'hypnotiseur utilise des tests d'hypnotisabilité et n'importe qui n'est pas hypnotisable à ce degré. Il fait des tests d'hypnotisabilité, en général en faisant les doigts, et sur 100 personnes, il y a 10 personnes qui vont garder les doigts serrés et sans la possibilité de les desserrer, et ces 10 personnes sont plus suggestionnables et on arrivera plus à leur faire faire le petit chien ou quelque. Il n'y a pas de rapport entre on pourrait dire ce showbiz et votre pratique? L'idée de si on peut faire ça en showbiz, on peut faire aussi sur le plan médical des choses extraordinaires, comme certaines anesthésies, des rééducations de gens qui ont. Et effectivement, c'est un domaine qui est en train de s'élargir, en sachant qu'on est à l'aube des grandes découvertes sur la puissance du cerveau humain. L'hypnose, c'est une capacité d'accès à certaines structures du cerveau humain, en sachant qu'on a l'impression que c'est l'hypnotiseur qui a le pouvoir. Or, c'est le patient qui a le pouvoir. Le seul pouvoir de l'hypnotiseur, c'est de libérer chez le patient les capacités à trouver des solutions. Comme quand on était petit, c'est pas le savoir de l'instituteur qui a sauté dans notre tête pour savoir lire et écrire. Il a su développer par certaines techniques nos capacités à lire et écrire. Ce livre, il est destiné à aider chaque patient à développer ses capacités à guérir d'un certain nombre de symptômes. Et c'est une méthode que j'ai mis au point au fil du temps, inspirée de techniques d'hypnose et inspirée de cette expérience de 20 ans d'hypnose et de milliers de patients que j'ai accompagnés depuis des années. Il est fait d'une méthode et de témoignages de patients pour qui j'ai apporté. C'est pas seulement théorique, il y a une clinique in vivo, on pourrait dire. Clinique pour des milliers de patients et pas juste un théoricien de l'hypnose qui ne professerait que sur des choses qui sont que théoriques. Là, il y a de la pratique et ce livre est très pratique puisqu'il donne une méthode de travail, 3 grands outils qui sont travaillons sur la culpabilité, travaillons sur le doute, puisque ceux qui doutent en général peur de se tromper, s'ils se trompent, ils se culpabilisent. On préfère ne pas prendre de décision plutôt que de risquer de se culpabiliser. Cette grande fonction des bouddhistes qui est apprendre à vivre dans le moment présent. Et là, il y a un petit outil. Et mon idée, c'est qu'on ne peut pas changer d'un coup d'un seul, il faut changer petit comportement par petit comportement. Et il y a une dizaine de comportements qu'il faut repérer consciemment pour qu'après, ce comportement devienne évident et qu'on puisse le débrancher. C'est plutôt. Est-ce qu'il y a des aspects autres que psychiques et psychologiques, cognitifs, on pourrait dire, des aspects physiques, on peut. Les TOC cette ou les méthode, oui. ouais, c'est ça, s'adresse. Alors moi, je me suis spécialisé surtout dans tout ce qui est angoisse, phobie, TOC, addiction, mais s'adresse aussi aux douleurs chroniques, aux préparations aux examens. Donc on peut l'élargir à beaucoup de domaines. Et l'hypnose s'adresse à tout ce qui échappe à la médecine traditionnelle. C'est-à-dire c'est un autre versus, et en sachant que maintenant c'est un support médical et scientifique prouvé par certaines IRM qu'on peut faire en état d'hypnose et qui montrent que le cerveau utilise d'autres zones qu'il habituellement il n'utilise pas quand on est à l'état conscient. Donc on parlait d'état d'hypnose qui était un état modifié de conscience il y a quelques années. Maintenant on parle d'un état élargi de conscience. C'est-à-dire on utilise beaucoup plus de zones de son cerveau quand on est en état d'hypnose que quand on est à l'état conscient banal, entre guillemets. Excusez cette question, mais les médecins disent souvent, est-ce qu'il y a un aspect chimique aussi? Je pense que si on modifie un comportement, c'est qu'on a modifié une biochimie de son cerveau et qu'on n'utilise plus tout à fait les mêmes zones du cerveau, et certainement il y a un support biochimique derrière tout ça. Recherche en sciences cognitives, ça fait partie aussi des recherches en sciences cognitives? Oui, tout à fait. Et donc cette méthode, je l'ai appelée guide de reconstruction par l'hypnose comportementale, puisqu'elle utilise des techniques d'hypnose avec l'observation de certains comportements que je demande de repérer puis de modifier ensuite.
afin que ça devienne après totalement inconscient et une habitude et que ça donne une fluidité certainement dans le comportement de la vie de tous les jours et une meilleure adaptation à l'environnement personnel, professionnel. Et si on parlait un peu du livre, le contenu, pourquoi on achète ce livre Alors, parce qu'il faut oser changer. Et alors, pourquoi oser changer? Parce que changer, souvent, ça fait peur. Hein. Il y a un patient qui m'a donné une phrase, je trouve, fondamentale dans ce que je fais. J'ai l'impression que je préfère un malheur confortable à un bonheur hasardeux. Comme si, presque d'êtres qui ont été malheureux dans leur enfance savaient bien mieux être malheureux qu'être heureux. Et pour moi, ma conception du bonheur, c'est quand est-ce qu'on est heureux, quand on arrête de se rendre malheureux par un certain nombre de comportements. Et c'est modifier ces comportements. Alors surtout le sous-titre c'est « mais vous resterez vous-même ». Pourquoi? Parce que la grande crainte c'est de dire « oui mais comment je serai quand j'aurai une espèce d'inconnu de changer de personnalité ?» Alors qu'au contraire ils vont être dans un mieux vivre. Et puis surtout il y a un témoignage de Patrick Dupont, le danseur étoile. Ah oui, qui est avec Leïla Darocha. Oui, tout à fait, qui a été un de mes patients et qui maintenant révèle qu'il a été un de mes patients et avec qui on a travaillé, qui m'a fait une superbe préface qui est très, très touchante. Qui illustre dans le milieu de la danse, bien sûr. Oui, tout à fait. Le danseur étoile, c'est un des 4 ou 5 meilleurs danseurs de tous les temps et c'est un personnage extraordinaire. Et les Chinois disent qu'on marche toujours sur le plancher de son enfance. Vous modifiez le plancher là, je parle de second degré. Alors, souvent, je prends une comparaison qui est la construction justement d'un édifice. Qu'est-ce qu'il faut pour que cet édifice soit solide? Il faut le baser sur un terrain qui n'a pas été fait de remblais, de zones de tremblement de terre ou de sources. Et ça, c'est effectivement notre terrain familial, l'histoire de nos familles, mais ça remonte aussi à nos parents, nos grands-parents, puisqu'on sait maintenant qu'on est porteurs génétiques de souffrances qui viennent de la nuit de l'enfance de nos parents, de nos grands-parents. Sur ce terrain, la meilleure pierre pour bâtir l'édifice, c'est un couple parental uni, joyeux et optimiste, ce qui est rarissime. Et il faut que nos parents aient posé 3 piliers qui me paraissent fondamentaux pour notre construction. C'est un pilier où on a entendu « je t'aime », un pilier où on a eu des câlins et un pilier où on a entendu « c'est bien mon fils » ou « c'est bien ma fille ». Ceux qui ont eu on le retrouve en pédagogie actuelle, dans la pédagogie actuelle. Ceux qui ont eu ce package complet vont se baser sur une dalle qui va les maintenir toute leur vie. La théorie et l'observation, là encore, que j'ai fait, montrent que tous les êtres qui n'ont pas eu ces bases vont en général sont dans une trop grande gentillesse, avec la capacité de dire non, ou au contraire dans une forme d'agressivité, comme sachant qu'ils sont tendres à l'intérieur, ils préfèrent attaquer plutôt que de se faire une sorte de carapace, Deuxième trait de caractère, c'est souvent un besoin de reconnaissance infinie de la part de l'environnement, puisque n'ayant pas confiance en eux, ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes comme des êtres de valeur, ils ont besoin de l'autre pour leur prouver. Et le troisième, c'est le maître de tous nos maux, c'est la maîtrise des choses. Tout devrait être contrôlé et tout devrait être comme moi je veux que ce soit. Ça nous impose d'être parfait ou parfaite et ça tolère aucune erreur. Et cette triade est mortifère. L'hypnose, c'est juste passer de la maîtrise. Si vous regardez la couleur de mes phalanges, je ne vais pas tenir toute la soirée comme ça. Lâcher prise, c'est passer de ça à ça. Et c'est extraordinairement douloureux parce que ça a été clippé très tôt dans nos vies. Quatrième, c'est la plus grande capacité à se rendre malheureux qu'être heureux. Et la cinquième, c'est une grande dépendance au lien humain. Dire qu'on est des toxicomanes du lien humain avec une forme, ce que me disait une patiente un jour, j'ai une abandonnite chronique. Et comme les liens n'ont été pas bien ficelés quand on était enfant, il y a toujours cette crainte d'être abandonné. Et c'est pour ça que ça fait des êtres aussi excessivement gentils pour pas qu'on les abandonne. Or, la dernière phrase de ma méthode dit « on ne connaît pas la clé du succès, la clé d'échec, c'est de devoir faire plaisir à tout le monde ». Tous ceux qui viennent me consulter en général, toute leur vie, essaient de faire plaisir aux autres en disant « comme ça, on va m'aimer ». Sauf que c'est une erreur fondamentale, il faut prendre le risque de déplaire, prendre le risque de l'erreur. La guérison, moi je pense, passe par le droit à l'erreur. Oui, et l'hypnose, c'est une thérapie. L'hypnose, pour moi, c'est une thérapie. C'est ce qu'on appelle, enfin, ça fait partie des thérapies brèves maintenant, puisque l'hypnose, c'est pas qu'est-ce qui fait que je vais mal. Souvent, on le sait trop bien, et c'est les bases dont on parlait il y a quelques instants. C'est comment je vais faire pour aller mieux. C'est-à-dire, ce livre n'est tourné que vers les solutions, de dire quelles solutions je vais adapter à mon quotidien pour me mettre à aller mieux, changer, et par là même aller mieux. Et souvent, la dernière séance, puisqu'il y a une dernière séance, et la première séance, je parle toujours de la dernière séance, parce que moi, ce qui m'a toujours effaré des psychothérapies, c'est qu'on sait quand est-ce qu'on commence. Là, en ce moment, j'ai une patiente qui a 86 ans, elle a 50 ans de psychothérapie derrière elle.
rien changé, puisqu'elle a passé son temps à chercher pourquoi elle était mal. Le mot qui revient souvent à la fin, à la dernière séance, c'est « j'ai trouvé une sérénité ». Comme s'il y avait une sérénité de vie, une espèce de... Enfin, pas une espèce, mais une fluidité de fonctionnement dans la vie de tous les jours. Donc il faut acheter votre livre pour aller mieux ? Je le souhaite. Alors, mon idée, c'est de transmettre quelque chose. L'idée, c'est, ça marche au quotidien dans ce que je fais, de dire le livre est un outil de transmission d'une méthode, ce que j'ai dit tout au début de l'interview, né de l'observation de tous ceux qui venaient me voir, né de ma propre observation, et d'en avoir fait un outil, et entre guillemets une caisse à outils. Si on parlait un peu de Soissons, vous êtes originaire de Soissons? Donc, je suis soissonnais d'origine, mes grands-parents étaient soissonnais sur deux, trois générations. Et donc le Salon du Livre de Soissons, vous pouvez dire quelques mots? Pour moi, c'est quelque chose de nouveau et où ça s'est décidé vraiment il y a 8 jours. Je ne savais pas que j'allais avoir un stand au Salon, puisqu'on m'a prévenu au dernier moment. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance générale, de l'accueil, l'organisation? C'est assez extraordinaire de ce partage et de cet outil qui est le livre et de la parole. Et il y a un des premiers titres de Boris Cyrulnik qui était de la parole comme d'une molécule, mais je pense que la parole, elle peut être délivrée par la voix, mais aussi c'est des mots, des phrases, et je pense qu'il y a certaines molécules et certaines paroles qui sauvent, comme on sait aussi qu'il y a des paroles qui blessent à vie, et que c'est souvent des choses qu'on a entendues dans l'enfance, qui des dizaines et des dizaines d'années après nous marquent encore. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est 15 ou 18 ans d'enfance et jusqu'à l'adolescence et la vie de jeune adulte qui marquent tout le reste de notre vie. Donc les Chinois ont peut-être raison. 10 ans. Par leur proverbe, on marche sur le plancher de son enfance. Oui, tout à fait. Et si ce plancher est stable, on marche de façon stable. Et j'apprécie beaucoup. Je vais me servir certainement de votre remarque dans mon quotidien de la semaine à venir. Oui, je pense que si on a une bonne fondation, on marche d'un bon pied. Si on est justement, et c'est souvent ce que je dis aux patients et les patients, si on est quand on est entre guillemets sur une zone instable, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, à s'y cramponner. Et s'y cramponner, pour moi, c'est la maîtrise des choses. Il y a quand même une inquiétude, c'est que si le plancher n'est pas bon, est-ce qu'on peut s'améliorer Ah oui. Alors, ma théorie, c'est qu'il suffit juste de... J'ai un ami dont la maison est en train de s'écrouler parce qu'il n'a pas entretenu les gouttières. Il y a des techniciens qui viennent et qui rebétonnent le bas de la maison, qui fait que ça va se redresser tout doucement. Ça va durer. Mon travail, moi, c'est certainement on ne refait pas, mais on peut justement... Donc il y a toujours de l'espoir. On peut, bien sûr, même si on a vécu des drames terribles dans son enfance, des agressions, qui sont passées dans la famille et des choses terribles. Est-ce que... Moi, ce qui m'anime, moi j'ai une passion pour l'être humain, et de voir en face de moi des êtres qui ont vécu des choses catastrophique, de mince, mais comment il a réussi à s'en sortir? Et justement, c'est sur l'expérience de ces êtres qui ont réussi à sortir de situations effroyables que sont basés les outils. On parle de rémission parfois, oui. Alors on parle de la résilience, la capacité à retrouver. C'est un mot qui est utilisé de nombreuses fois. Boris Cyrulnik, c'est celui qui a entre guillemets inventé ce mot de résilience, c'est la capacité à retrouver un état stable malgré des choses effroyables. Vous êtes d'accord avec ce Ah oui, tout à fait. Et surtout, moi, ce qui me frappe et qui m'émerveille, c'est la capacité du cerveau humain à traverser des holocaustes ou des gens qui ont perdu toute leur famille dans des guerres et qui sont capables encore de se reconstruire. Vous voyez qu'il y a des siècles, Confucius avait déjà découvert quelque chose. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais la sagesse antique, on y revient beaucoup. La méditation, moi j'ai appris aussi la méditation en pleine conscience. Et on revient beaucoup à ces valeurs. Je vous remercie infiniment. Sur Soissons, j'entends beaucoup de bien de vous et le Salon du Livre est le capitaine de cet événement, Monsieur Raymond Grasset, vous cite comme un des Soissonnais les plus importants. Donc c'est pour moi un beau compliment. Merci à vous, puis merci pour cette interview. Merci beaucoup. Et puis la meilleure suite pour vous. Merci à vous.